Bonsoir. C'est dans un silence absolu et devant près de 500 personnes que se sont déroulées cet après-midi, près de Dieppe, les obsèques du gardien de prison tué à Rouen. Des surveillants venus de toute la France assistaient à la cérémonie et le garde des Sceaux, Michel Vauzel, était présent. Le reportage d'FR3 Rouen, commentaire Philippe Denis. Silence et dignité. 400 surveillants de prison se sont déplacés à Derchigny-Grincourt pour assister aux obsèques de leurs collègues. Restés à la porte de l'église, ils se sont tus pendant l'homélie célébrée par Monseigneur Mascarello, aumônier général des prisons. Ils n'ont pas manifesté non plus lorsque le ministre de la Justice a rendu hommage à Francis Caron. Accompagné du directeur de l'administration pénitentiaire, Michel Vauzel a ensuite cité le nom du gardien de prison à l'ordre de la Nation et l'a fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. La dépouille de Francis Caron a été enterrée dans le petit cimetière de son village. Il avait 36 ans, il laisse une femme et 3 enfants. Ses collègues de Bonne Nouvelle, la maison d'arrêt de Rouen, reprennent tous le travail demain. Pour tenter de résoudre la crise des prisons, Michel Vauzel a proposé hier la création de 730 postes en 1993. Mais le principal syndicat de gardiens juge la mesure insuffisante et la base ne semble pas prête à mettre fin au mouvement, dans certaines prisons en tout cas. Béatrice Nivois. Après le recueillement devant la prison des Baumettes, les gardiens ont décidé la poursuite indéterminée de leur mouvement. C'est pas normal que l'administration parle d'argent sur le dos d'un collègue qui a été assassiné. Donc là-dessus, nous sommes clairs. Donc à ce qui nous concerne, moi je demande à tous les militants, à tous les adhérents qu'on a ici, à rester, à continuer à se battre devant la porte avec nous. Il va y avoir des sanctions. Il y a 400 000 routiers qui ont vu les chars au bout de quelques temps. Les obsèques sont passées, que va faire le gouvernement ? Le gouvernement, ou plutôt le ministre de la Justice, a donné hier soir à 23h30 sa position. Tant que l'ordre ne reviendra pas dans les prisons, les propositions énoncées ne pourront être mises en place. Outre les primes annuelles augmentées de 100%, l'État a proposé la création d'un conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et des modifications de structure pour la sécurité des gardiens. Des mesures non négligeables qui risquent bien d'être les dernières. Le Premier ministre a bien voulu reconnaître les représentations que je lui ai faites à la suite des discussions de cet après-midi et porter de 530 à 730 créations d'emplois les chiffres que j'ai annoncés ce matin. Fatigués et tendus, les négociateurs jugeaient hier que ces négociations étaient une avancée. On va consulter les adhérents, c'est eux qui se détermineront dans les heures qui vont venir. La base semble maintenant déterminée. À Épinal, Strasbourg ou encore Nanterre, les gardiens poursuivent leur mouvement. Jusqu'à quand? Pas de réponse pour l'instant. D'autant que les syndicats et le ministère de la Justice ne se sont pas donné de rendez-vous pour signer un accord. 6 mesures pour lutter contre le tourisme des déchets. C'est la décision comprise des 2 ministres français et allemands de l'environnement. Ségolène Royal et Klaus Töpfer se rencontraient cet après-midi à Paris. Les déchets toxiques illégalement importés en France seront renvoyés en Allemagne très prochainement et la lutte contre le trafic de déchets va s'amplifier. Laurence Bobillier, Pascal Mizrahi. Töpfer propose de faire engager par les entreprises responsables un retour rapide vers l'Allemagne des plastiques importés et entreposés illégalement en France. Les ministres français et allemands de l'environnement sur la même longueur d'onde. Conférence de presse commune ce soir pour annoncer un accord d'importance. 6 mesures, parmi lesquelles la mise en place d'un réseau franco-allemand d'information pour la répression et le démantèlement des trafics illégaux de déchets. Autre point important, l'accélération de la construction de l'industrie européenne. La France et l'Allemagne ont décidé de renforcer leur coopération en matière de déchets ménagers et toxiques, mais aussi pour la valorisation des emballages et des vieux appareils électriques. Enfin, date importante, le 31 août, à l'occasion du Conseil franco-allemand, tous les problèmes de l'environnement seront débattus. Et ironie de l'actualité, au moment même où les 2 ministres français et allemands de l'environnement se rencontraient, un cargo venant d'Allemagne était repéré au large d'Ouessant. Il contient 3600 tonnes de poussière toxique. Jugé indésirable par les autorités françaises, il a été placé sous haute surveillance. Le décret interdisant l'importation de déchets ménagers en France est appliqué depuis hier et déjà l'Allemagne doit se rendre à l'évidence, elle ne sait pas quoi faire de ces ordures. Les poubelles débordent et aucune infrastructure n'a été prévue. Ce n'est pas encore la panique, mais vraiment l'inorganisation. Pierre-Emmanuel Sudre. Des poubelles qui regorgent, des décharges saturées. Avec l'arrêt brutal des exportations de déchets vers la France, l'Allemagne se découvre soudainement prise au piège de ses propres déchets. Principale région touchée, le Bade-Wurtemberg.
Ici, à Esslingen, la décharge est fermée, on est en surcapacité. À Ulm, les autorités appellent les habitants à moins remplir leurs poubelles. Hier encore, ce sont plus d'une vingtaine de camions bourrés de déchets qui effectuaient quotidiennement l'évacuation des ordures de la région vers des décharges françaises, comme celle-ci, près de Lyon. Ici, chaque année, venaient s'entasser 500 000 tonnes de déchets allemands. Impuissant, le maire d'Esslingen explique bien que des discussions sur le retraitement des déchets avaient été engagées, mais qu'elles n'ont rien donné. Quant au porte-parole du ministre de l'Environnement, il préfère jouer carte sur table et reconnaître que les industriels comme les politiques ont été jusqu'à présent incapables de trouver des solutions globales au traitement des déchets. Reste que les Allemands s'estiment placés devant le fait accompli par une décision française prise trop rapidement, comme le déclarait hier soir le ministre allemand de l'Environnement. Politique toujours, la campagne sur Maastricht ramenée à la dimension de la fable du lièvre et de la tortue. C'est Philippe Séguin qui ose la comparaison et épingle ainsi les partisans du oui partis trop tard d'après lui. Philippe Séguin qui poursuit jour après jour sa campagne pour le non et la surprise, c'est l'intérêt que portent les Français aux traités européens. Michel Lemerle et Loïc Lemoigne l'ont suivi lors de ces derniers meetings. 17 coïncidences inattendues, c'est en Charente-Maritime que Philippe Séguin tenait hier soir son 17e meeting de la campagne. Inlassablement, depuis le début de l'été, le député des Vosges sillonne les routes de France pour expliquer pourquoi, de son point de vue, il faut voter contre le traité de Maastricht, mais plus encore, pourquoi il faut s'informer sur ce texte, ne pas laisser se forger une Europe technocratique, une Europe en catimini, comme il le dit, coupée des Européens. Votez oui, votez non, mais je vous en conjure, votez en toute connaissance de cause. Et surprise, les électeurs que l'on disait peu préoccupés par les enjeux européens se pressent dans les salles de meeting. Il n'est pas rare de trouver plus de 1000 personnes dans des villages de 5000 habitants, parfois surpris eux-mêmes de se trouver si nombreux. Moi aussi, je suis étonnée, j'avoue. Donc je pense que tout doucement, finalement, les Français se demandent qu'est-ce que ça représente ce traité de Maastricht et veulent en savoir un peu plus. Je crois que les gens s'intéressent à la campagne, s'intéressent davantage qu'on ne le croit. Et je pense que le seul pronostic sérieux qu'on puisse faire pour le 20 septembre à 7 h, c'est qu'il y aura beaucoup plus de gens qu'on me le dit généralement pour aller voter. Si l'on vient s'informer dans les réunions de Philippe Séguin, la majorité des participants, beaucoup de ruraux notamment, partagent les inquiétudes du député des Vosges et se réjouissent de la montée du non dans les sondages. Je suis pour l'Europe, mais pas la magouille de Maastricht. Je suis pour l'Europe, mais une Europe sincère. Ce soir, la région bordelaise après la Charente, c'est une partie de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle que suit cet infatigable pèlerin du non. Et dans l'autre camp, ceux que Philippe Séguin qualifie de lièvres organisent en ce moment même leur contre-attaque, plus large que le simple monde politique. La coalition pour le oui rassemble des industriels, des sportifs, des scientifiques, mais aussi des artistes. Jean-Baptiste Prédali. Jack Lang apprécie les stars. Jack Lang coordonne aussi la campagne socialiste pour Maastricht. Aux 12 étoiles du drapeau européen, il a donc décidé d'ajouter celle du sport et des arts. En clair, Jack Lang veut faire rouler les stars pour le oui à Maastricht. Générique très provisoire, Catherine Deneuve, Alain Delon, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, côté chanson, Patrick Bruel, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday. En attendant l'affiche complète annoncée pour mardi, première réplique, pro-Maastricht. Je me suis posé la question, je me suis renseigné, j'ai lu et j'ai pensé que il est mieux de faire l'Europe que de la défaire. Et je crois qu'un non risquerait de la défaire définitivement. Les scientifiques aussi se mobilisent. 9 d'entre eux, dont 6 prix Nobel, viennent de lancer un appel pour Maastricht. Initiateur, Claude Allègre, ancien conseiller Lionel Jospin, mais d'abord géologue de haut vol. À ses côtés, entre autres, Pierre-Gilles de Gênes, le prix Nobel de physique. Par-delà les opinions politiques ou philosophiques, ils veulent approuver Maastricht. La science européenne a eu un essor considérable depuis 20 ans. Elle est l'égale de la science américaine. Et ça va se traduire, et ça se traduit dans la technologie. Et je pense que la construction d'un grand ensemble scientifique et technologique, c'est la meilleure garantie pour plus de croissance, plus d'emplois et l'affirmation de la personnalité européenne. Reste une inconnue, le prestige dans les arts ou les sciences peut-il influencer les urnes? C'est l'équation de Maastricht.
À l'étranger, les consultations diplomatiques se multiplient à quelques jours de la conférence internationale de Londres sur l'ex-Yougoslavie. Toutes les communautés, serbes, croates ou musulmanes, ont confirmé aujourd'hui leur participation. Mais la situation sur le terrain laisse peu d'espoir au retour à la paix. De violents combats ont en effet lieu depuis plusieurs jours en Bosnie. Xavier Baudin-Hulin. Le ciel de Sarajevo, la nuit dernière. Bombardement des blindés et de l'artillerie, serbe sans doute. Et le bâtiment visé qui brûle, c'est la caserne Maréchal Tito. C'est là que sont stationnés 400 casques bleus ukrainiens. Ce bâtiment est une cible privilégiée car il se situe à côté de casernements de l'armée bosniaque. Il n'y a pas eu de blessés, mais le bâtiment est définitivement endommagé et 9 véhicules des Nations Unies ont été totalement détruits. Les bombardements les plus violents depuis un mois ont continué dans la matinée. Ici, devant la présidence bosniaque, il y a eu 3 morts et 12 blessés, des hommes et des femmes qui attendaient le bus. Un peu plus loin, près du marché de la cathédrale, 1 mort, 11 blessés. Si la pression continue, c'est que les Serbes veulent consolider leurs avantages militaires avant que ne commence la semaine prochaine la conférence de Londres. Une conférence où tous les belligérants ont définitivement accepté de participer. Une conférence qui sera un tournant dans la crise yougoslave, déclare ici le Premier ministre Milan Panic devant le Parlement fédéral de Belgrade. Au même moment, le leader serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, estime qu'il est temps de créer 3 États indépendants en Bosnie. La partition, ce sera clairement ce que les Serbes tenteront d'obtenir à Londres. Et on l'apprend à l'instant, l'Assemblée générale de l'ONU se réunira lundi pour discuter de la crise dans l'ex-Yougoslavie. C'est à nouveau une partie de bras de fer qui s'engage entre Saddam Hussein et les alliés. Bagdad affirme en effet ce soir qu'elle s'opposera par tous les moyens à la création d'une zone d'exclusion aérienne dans le sud de l'Irak. Les alliés veulent protéger les populations chiites de ces régions, mais Saddam Hussein affirme qu'elles ne sont pas persécutées. Il invite même l'ONU à venir le constater, l'ONU qui a reçu dans le même temps le plan d'intervention des alliés. Morad Aïtabouche. Tous unis derrière leur guide suprême, les membres du conseil de commandement de la révolution irakienne se tiennent prêts à s'opposer par tous les moyens au projet des Occidentaux. Français, Anglais et Américains veulent en fait interdire aux appareils de Saddam Hussein le survol de la zone située au sud du 32e parallèle, zone où vivent les chiites irakiens. Le raïs de Bagdad est accusé de réprimer férocement les opposants chiites. Accusation démentie par l'Irak qui a invité le représentant de l'ONU présent à Bagdad à se rendre dans la zone incriminée. Mieux encore, les services de Saddam Hussein ont réalisé cette vidéo. Reportage touristique sur le sud de l'Irak, publicité qui vante la douceur de vivre dans cette zone où tout est calme. Comme par miracle, les dizaines de milliers d'opposants chiites au régime de Saddam Hussein ont disparu. Propagande ou pas, le bras de fer entre Irakiens et Occidentaux ne fait que recommencer. Attaque personnelle à l'encontre de Bill Clinton, voilà la stratégie Bush côté combatif. Excuses et promesses sur l'économie, voilà le deuxième volet du discours Bush hier soir côté persuasion. Le président américain a promis une réduction des impôts et une aide sociale aux familles nombreuses. À Houston pour la 3, Christian Mallard. Hier soir, George Bush et Dan Quayle ont peut-être redonné quelque espoir à leurs partisans et à leurs détracteurs déçus. Dan Quayle a montré qu'il était aujourd'hui un homme plus mûr et plus responsable. George Bush, lui, tout en ne reniant aucun des acquis de sa politique étrangère, a prouvé qu'il pouvait avoir un programme économique plus précis. Une partie de l'opinion publique américaine appréciera en tout cas le fait que le président ait daigné reconnaître avoir commis une erreur en augmentant les impôts et en négligeant aussi ses compatriotes alors qu'il préférait se battre pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Il est vraisemblable à présent que la bataille pour la Maison-Blanche se gagnera sur le terrain de l'économie. Pour l'instant, en tout cas, il y a toujours un vent de changement qui souffle dans le sens de Bill Clinton. Les derniers sondages qui remontent à hier, avant le discours de George Bush, donnaient 9 à 12 points d'avance aux candidats démocrates. Reste à savoir à présent si George Bush aura convaincu une majorité d'Américains qu'il est redevenu crédible. Il est encore trop tôt pour se prononcer. Retour en France avec le deuxième épisode dans la guerre que se livre l'éditeur Alain Hayache, c'est le syndicat du livre CGT. Le patron du Meilleur et de Spécial Dernière a fait imprimer aujourd'hui ces 2 journaux dans une imprimerie de province et sous surveillance policière. Le reportage dans la région de Rouen, José Alcala et Xavier Deleu. Aucun coup de force du syndicat CGT du livre venu de Paris n'aurait été possible aujourd'hui à l'imprimerie du groupe Méaul de Bernay dans l'Eure. L'escadron de gendarmes mobiles de Vannes a été dépêché sur place pour protéger les lieux.
À 13h30, les 3 rotatifs s'élancent de nouveau. En bout de chaîne, les premiers tirages des 202 000 numéros communs du meilleur et de spécial dernière. Alain Ayache, le directeur des publications, est présent pour mieux apprécier la victoire qu'il vient de remporter face au syndicat CGT du Livre. Dans son éditorial, le directeur du meilleur est très clair. Quel est le crime, écrit-il, que ce syndicat totalitaire me reproche? Celui de ne pas vouloir rester chez lui sous la menace et la force. Alain Ayache entend bien user de la liberté d'imprimer ses journaux chez les professionnels de son choix. Moi, j'ai décidé d'œuvrer dans la loi et dans le respect strict de la légalité. C'est-à-dire que s'ils attaquent encore le meilleur et spécial dernière, bien je pense que les tribunaux qui jusqu'à présent ont adopté la vitesse tortillard passeront la vitesse TGV. Les forces de l'ordre campent sur les lieux pour une durée indéterminée. Rien ne dit aujourd'hui qu'après leur départ, la CGT n'envisage de nouveau le pire pour le meilleur. Le meilleur, le journal d'Alain Ayache, bien sûr. Vous avez peut-être vu dans la rue des affiches publicitaires qui ont pu vous surprendre ou vous choquer. Elles vantent la fin du monopole des pompes funèbres. Et c'est encore Michel Leclerc qui se lance dans cette campagne. Depuis des années, il se bat pour que le marché de la mort soit libéralisé. Un projet de loi vient d'être publié. Zindine Boudaoud, Marc Félix. Les pompes funèbres vont-elles enterrer l'âge de guerre? Après plusieurs mois de conciliabule et plus d'un siècle de monopole, le marché s'ouvre à la concurrence. La législation actuelle confie aux maires le mode de gestion des pompes funèbres chez leur commune. Ainsi, le marché est le plus souvent monopolisé par une régie municipale ou accordé à un seul concessionnaire. Avec 40% du marché national et un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs par an, les pompes funèbres générales se montrent paradoxalement satisfaites de la future loi, d'autant qu'elle vise à moraliser la profession. Les familles qui font appel aux pompes funèbres ne viennent pas par hasard, elles ont un problème important à résoudre. Et dans la plupart des cas, ce sont des familles qui sont en situation de détresse. Et donc je crois qu'il est effectivement important que les pouvoirs publics assument leurs responsabilités et fassent en sorte qu'elles aient en face d'elles des professionnels de toute moralité. Une moralité que revendique Michel Leclerc. Arrivé à grand renfort de publicité dans l'univers feutré du funéraire, le roi du prix coûtant estime avoir gagné sa guerre. C'est l'aboutissement de presque 10 ans de combat. C'est un peu la victoire du pot de terre contre le pot de fer, pour dire ce qui est. C'est la victoire aussi des familles françaises qui nous ont suivis. Et c'est la fin de toute une profession qui était un peu en décomposition, il faut dire ce qui est. Le mot scandale était sans arrêt accolé à la notion de pompe funèbre. Avec 500 000 clients par an, la mort est un marché lucratif. L'ouverture à la concurrence fera peut-être baisser les prix, mais la déontologie et le contrôle du préfet sur les marchés suffiront-ils à changer les mœurs? Imaginez où vont chaque année 10 millions de touristes en France. Pas à la plage, pas à la montagne, ni à la campagne, mais dans les usines. 5000 sites industriels que l'on peut désormais visiter. Et au top 50 des musées version nouvelle technologie, l'usine marémotrice de la Rance arrive en tête. Jean-Paul Chapelle et Thierry Isaac ont joué les touristes studieux. Ils sont en vacances en Bretagne, mais aujourd'hui, ils ont décidé de visiter une usine. Comme des milliers de touristes, chaque jour, ils sont venus voir l'usine marémotrice de la Rance. Entre Saint-Malo et Dinard, la France profonde s'instruit. On a bien compris que l'eau passe dessous, est accumulée ici. Et puis, quand elle redescend, ça donne l'électricité. Dès qu'il y a quelque chose de technique, moi je vais voir, quel que ce soit. L'envie de connaître, l'envie de savoir comment ça marche, pourquoi ça fonctionne, à quoi ça sert. Réponse à toutes ces questions ici, vue plongeante sur les turbines dans la salle des machines. Explication avec maquette et vidéo à l'appui. Ici, pas de guide en général, mais un circuit libre que chacun suit à son rythme. L'usine de la Rance reçoit 350 000 visiteurs par an. C'est plus que pour le musée de l'Homme à Paris. Ouais, parce que le musée, on va bien regarder les statues, mais autrement, ça nous donne rien. Hein. Tandis que là, ça donne quelque chose. On apprend quelque chose. Vous avez tout compris? Pour l'instant, pas encore. On peut-être arrive à comprendre. C'est un peu court, hein. C'est léger. On va le dire à l'EDF. Justement, pour EDF, comme pour toutes les entreprises, le tourisme industriel est évidemment un outil de communication. Ici, à l'usine de la Rance, on voit encore plus loin. On pourrait imaginer peut-être une galerie marchande, peut-être des boutiques de souvenirs pour promouvoir l'image d'EDF, peut-être des attractions.
Déjà, les quarts de touristes allemands font le détour, car cette usine marémotrice est effectivement unique au monde. Et déjà, le nombre de visiteurs est supérieur au nombre de ménages alimentés en électricité par la Rance. Et finalement, regarder les autres travailler, c'est aussi une distraction. De la musique pour terminer, ce sont les protégés d'Étienne Dao et Michel Vial a eu le coup de foudre. Ils, ce sont les Valentins. Ils sont jeunes, ils viennent d'Aix-en-Provence et ils enregistrent en ce moment même leur deuxième album à Paris. Le 19-20 voulait vous les faire découvrir. Michel Vial donc et Olivier Thier. C'est les Valentins. C'est les Valentins. Dans la lune était pleine, tout est grand. Edith Fambuena, Jean-Louis Pierrot, autrement dit les Valentins, distillent depuis un peu plus de 3 ans déjà leur musique léchée et attachante, entre pop et variété, une sorte de rock soft dont le charme éthéré et l'infinie mélancolie paraissent symboliser la génération du Grand Bleu. La génération du Grand Bleu est beaucoup plus jeune que nous déjà. Nous, on est à cheval entre la génération des 68 et la génération du Grand Bleu. Petite génération, mais elle est bien. De Françoise Hardy à Étienne Dao, voici l'univers des Valentins, à la fois feutré et lunaire, une même famille d'esprit dans la chanson française et un soin exigeant de la langue. Autant de caractéristiques qu'on va retrouver dans le deuxième album actuellement en cours d'enregistrement. L'album n'a pas encore de titre, mais déjà une couleur. C'est assez triste, c'est assez noir et on n'a pas envie justement de mettre un titre trop noir parce que c'est... Est-ce que votre travail est un petit peu le sentiment de votre inquiétude face à la vie, face au monde? Un peu. Mais il faut décortiquer un petit peu pour s'en rendre compte. Mais disons que c'est pas explicite. C'est voulu que ce soit pas explicite. On est un peu pudique par rapport à ça. Ce regard inquiet et décalé, qui explique aussi la mélancolie de leur inspiration, semble retenir les Valentins dans les années 80, même si la magie de leur mélodie défie sans problème le temps et les modes. Dernière information, les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé écarté. Il vous conseille de jouer le 5, le 11, le 4, le 6, le 15, le 3, le 16 et le 7. Et vous le voyez, le 11 est son joker. Fin de ce 19-20, dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Votre prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 21h45, soir 3 présenté par Catherine Matoche. Et juste après la météo, la classe avec Fabrice. Et à 20h45, vous retrouvez Thalassa de Georges Pernou. À lundi 19h. Bonsoir.